Bonjour, messieurs, dames. Je vais remercier les organisateurs, surtout Jean-Pierre Dolouet et Arkaï Tsagereche, par leur invitation pour être ici aujourd'hui et aussi pour pratiquer mon français. Il y a un an que j'allais en voiture chez moi et j'ai entendu à la radio la phrase d'un homme d'affaires qui m'a frappé. Il parlait d'économie. Les temps de crise sont des temps d'opportunités. Et cette phrase sera le leitmotiv de la réflexion personnelle que je vais faire sur les 30 ans de SIDA dans le monde pendant ces 15 minutes. Comme vous savez, le 5 juin 1981, les premiers cas de SIDA ont été décrits aux États-Unis. Depuis, l'infection pour le VIH a été l'un des principaux moteurs des changements scientifiques, de santé, sociale et politique dans notre société. La communauté gay a été le premier groupe à réaliser que cette maladie pourrait être l'occasion de défendre leurs droits civils et aussi de promouvoir la recherche de vaccins et de traitements. Le sida est donc devenu une maladie politique, générant une vague d'activisme qui a transformé les politiques sanitaires et sociales aux États-Unis et après partout le monde. Bien qu'à ce début, le sida a contribué à la stigmatisation de l'homosexualité, avec le temps, il nous a aidés à mieux la comprendre. Ce groupe a fait pression sur les autorités sanitaires et les compagnies pharmaceutiques pour encourager et même participer à des essais de vaccins et de traitements. Alors qu'à Vancouver, en 1986, nous avons vu les excellents résultats du traitement antirétroviral combiné qui a changé le cours de la maladie. Ce n'était pas un hasard. Dans le sud de l'Europe, la réalité était très différente. Comme vous le savez bien, en Espagne, en Italie, au sud de la France, 70% des patients étaient toxicomanes. Dans tous ces pays, il y avait aussi un mouvement social qui a favorisé la création de ONG anti-sida qui ont formé les fers de lance de la prévention et des droits sociaux des personnes séropositives. Les programmes d'échange de seringues sont un exemple de sida. En 1988, les ONG ont commencé à Bilbao les premiers programmes d'échange de seringues en Espagne. Et puis après, les pharmaciens ont fait le même. Le fait que les collectifs respectables des pharmaciens commencent ces programmes a donné une grande crédibilité à ces actions dans l'ensemble de la population et ça fait sortir de la marginalisation. Dans les prisons, l'arrivée des sida a été aussi une opportunité. C'est également à Bilbao que nous avons commencé les premiers échanges de seringues et c'est ensuite déplacé à des autres prisons espagnoles. De plus, à cause des sida et de la toxicomanie, les prisons espagnoles ont subi une transformation radicale du service de santé. Avant le VIH, les soins de santé dans les prisons étaient très précaires. Par exemple, un docteur pour 700 personnes. Grâce au VIH, beaucoup de médecins et d'infirmières ont commencé à travailler dans les prisons. Ça a été une révolution.
Nous pouvons constater dans cette diapositive les conséquences de ces politiques et des soins préventifs. Parler de VIH et parler aussi des droits humains. La discrimination dans les écoles, en 1986, nous avons eu le premier cas d'un enfant séropositif qui a été expulsé de l'école à Durango. Au travail et dans les hôpitaux, nous nous souvenons tous du point rouge sur les dossiers médicaux des patients atteints de sida, a provoqué un mouvement mondial en faveur des droits des personnes séropositives. Edwin Cameron, juge de la Cour suprême sud-africaine, l'année 2000 a publiquement déclaré être séropositif. L'infection par le VIH a été aussi une opportunité pour les pays en développement, clairement manifestée dans la conférence de Durban en 2000. Le choix de l'Afrique du Sud pour ce congrès n'était pas un hasard. Nous avons pu assister à des manifestations, à des actions qui ont été développées au cours de ces conférences et qui ont donné comme résultat un mouvement par première fois dans l'histoire de l'humanité, un mouvement qui a multiplié en quelques années l'aide aux pays en développement. Entre 2000 et 2009, le nombre de patients recevant un traitement antirétroviral dans les pays en développement est passé de 200 000 à 5 millions 200 000. Mais le VIH a également changé l'orientation du concept de la propriété intellectuelle liée aux médicaments, soulevant la nécessité des médicaments essentiels pour qu'ils soient le patrimoine de l'humanité et disponibles à tous, riches et pauvres. Et ce mouvement fit aussi le début de plaintes montrant une réalité inconnue pour nous, inconnue pour le monde occidental. Le sida a changé même la façon de faire de la recherche médicale et les succès thérapeutiques obtenus sont un excellent exemple de ce qui arrive quand les scientifiques donnent face à un grave problème de santé. En ce qui concerne la recherche sur les vaccins contre le sida, nous n'avons pas maintenant de vaccins préventifs, mais la recherche dans ce domaine a permis des importantes avancées dans d'autres maladies infectieuses, virales, etc. Et qu'est-ce qu'il y a avec la sexualité? Le VIH a considérablement renforcé nos connaissances sur la sexualité et a changé radicalement nos comportements et nos attitudes envers la sexualité. Il a changé la façon dont nous éduquons nos enfants, nos fils, et nous a rendu plus conscients de la vulnérabilité des femmes dans le domaine de la sexualité, au point que de nombreuses campagnes de prévention du sida sont en fait des campagnes sur l'égalité des sexes. Dites clair, mettez-le clairement. Mais le sida a également été un chemin d'aller et retour. Les données épidémiologiques sur le VIH dans les groupes des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont un exemple de cela. En Espagne, maintenant, 42% des nouvelles infections au VIH, en total sont 4009 infections chaque année. Et en Espagne, 42% de ces nouvelles infections surviennent chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, alors qu'au début de l'épidémie,
presque 65% étaient des toxicomanes. Mais ce tableau a aussi une autre lecture. Le succès des programmes qui ont débuté il y a beaucoup de temps et qui montrent que maintenant, seulement 8% des nouvelles infections au VIH se produisent chez les toxicomanes par voie intraveineuse. De ce fait, la situation actuelle dans les pays de l'Europe de l'Est est surprenante. Pas de programme de méthadone, considérant illégale la possession de seringues et négligeant le respect des droits humains. Et cela nous rappelle notre propre histoire. Quand les actions politiques répressives en matière de prévention du VIH et la toxicomanie ont conduit à l'échec et aux conflits sociaux et nous sommes obligés à changer nos stratégies. Nous sommes dans un monde en évolution rapide. En ce moment, nous faisons face à de nouveaux défis. La faible présence sociale et médiatique du VIH et de la toxicomanie, de nouveaux problèmes de santé et sociale émergents, la crise économique, la concurrence accrue dans les subventions sont de nouveaux défis auxquels nous devons faire face, comme nous le faisions en 1980. Aujourd'hui, il y a des groupes de professionnels, des membres d'ONG, des affectés, très compacts, habitués à innover en permanence. Et surtout, nous avons une expérience extraordinaire. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons, dans quelles circonstances nous avons commencé à travailler il y a 25 ans contre la toxicomanie et le VIH et où nous sommes maintenant. J'ai fini de la même façon dont j'ai commencé cette conférence. Les périodes de crise sont des périodes d'opportunités et nous devons apprendre à les saisir. Merci beaucoup.